Devant le conseil municipal, John Warren se tient debout, le cœur battant d'un mélange d'exaltation et d'anxiété. À 45 ans, il est dans la fleur de l'âge en tant qu'architecte, et cela semble être la fin d'années d'efforts et d'engagement. Le concept créatif d'un centre communautaire durable qu'il présentait n'était pas seulement un autre projet, c'était sa passion, sa vision de rassembler les gens dans un lieu capable de faire vraiment la différence. Il a parlé avec une excitation évidente. Chaque mot est le fruit de plusieurs heures de conception, de planification et d'édition. Les membres du conseil se sont penchés vers l'avant, manifestement absorbés par la présentation de John. Un silence palpable s'est installé dans la salle lorsqu'il a terminé, puis le maire a esquissé un sourire amical. « Monsieur Warren, votre vision est exactement ce dont cette ville a besoin, a-t-elle fait remarquer, l'air vraiment reconnaissant. Nous vous contacterons sous peu pour vous faire part de notre choix final. » John acquiesça, s'efforçant de conserver son attitude professionnelle alors même qu'il ressentait une bouffée de succès à l'intérieur de lui. Il pouvait entendre les membres du conseil discuter entre eux pendant qu'il rassemblait ses provisions, leur ton était enthousiaste et optimiste. Il se laissa aller à un petit sourire en quittant la pièce. John sortit en titubant, les pieds sur terre après l'intensité de la discussion, et sentit l'air pur de l'automne sur son visage. Il inspira profondément pour apprécier l'occasion. Ce projet pourrait être celui qui marquera vraiment la ville qu'il aimait et qui lui permettra d'établir son héritage. Son téléphone bourdonne dans sa poche alors qu'il se dirige vers sa voiture. John le sortit en espérant que Ruby, sa femme depuis 15 ans, lui enverrait un mot de félicitation. Au lieu de cela, le livre sur lequel il est tombé lui a légèrement serré le cœur. Encore une fois, il travaille tard. N'attendez jamais. John grogna et empocha le téléphone sans répondre. Ruby avait déjà écrit ce genre de mots, et ces derniers temps, il semblait arriver de plus en plus souvent. Il repoussa une petite voix au fond de sa tête qui lui suggérait que les choses n'allaient pas tout à fait bien. Bien que leur relation ait été tendue ces derniers temps, il mettait cela sur le compte de la pression exercée par son grand projet. Une fois que tout se serait calmé, ils auraient le temps de se reconstruire. Mais John ne se doutait pas que la tempête qui s'abattait sur sa vie personnelle allait bientôt faire paraître ses réussites professionnelles bien dérisoires. Plus tard dans la soirée, John est assis dans son bureau, son visage concentré éclairé par la luminosité de l'écran de son ordinateur. Déterminé à parfaire chaque élément, il vérifiait les derniers changements apportés à son projet. La maison était immobile, l'absence de Ruby était un objet physique dans le silence. John savait qu'il avait laissé son ordinateur portable dans la voiture et qu'il devait rapidement envoyer un courriel à un collègue. Il choisit d'utiliser l'ordinateur commun du salon plutôt que de sortir. Ruby avait laissé son compte connecté lorsqu'il s'est assis. Il était prêt à se déconnecter lorsqu'il a remarqué une note. Ruby l'avait envoyée à sa mère, l'information lui glaça le sang. « Je le quitterai et je le dénoncerai aux flics en disant qu'il a maltraité notre femme de ménage une fois que j'aurai assez de son argent sur mon propre compte. Cela devrait l'éloigner à long terme. » John fixe son regard sur la télévision, son cerveau n'arrivant pas à comprendre ce qu'il voit. La femme qu'il aimait et en qui il avait confiance avait passé 15 ans à comploter pour le tuer. L'avenir qu'il s'était imaginé, construire son travail, vieillir avec Ruby, s'est effondré. Pendant une seconde, il a été envahi par une rage intense. Il voulait défier Ruby, lui poser des questions, la secouer jusqu'à ce qu'elle lui révèle comment elle avait pu le trahir de la sorte. Mais la colère disparut aussi vite qu'elle était arrivée, remplacée par une colère froide et délibérée. John s'obligea à se taire. Il comprit qu'il devait agir délibérément. Au cours des jours qui suivirent, John devint un maître de la malhonnêteté. En apparence, il suivait son programme habituel, il se rendait à son travail, parlait du projet de centre communautaire et dînait même avec Ruby lorsque leurs emplois du temps concordaient. Sous cette apparence de normalité, il compilait pourtant minutieusement des données. Il a découvert que Ruby avait détourné de l'argent de leur compte commun vers un compte caché à son nom de jeune fille. Bien qu'au fil du temps, ces comptes aient pris de l'ampleur, les sommes étaient suffisamment modestes pour ne pas éveiller les soupçons. La mâchoire de John se resserre lorsqu'il songe au temps qu'a dû durer la préparation de cette trahison. Cependant, la malhonnêteté financière n'était qu'un point de départ. John descendit plus bas et découvrit une multitude d'échanges de textos entre Ruby et son amant, James Vega. James était un agent immobilier raffiné qu'ils avaient vu lors d'un événement caritatif l'année dernière. John se souvient des effusions de Ruby concernant le sens des affaires et l'attrait de James. La lecture de leur conversation privée le rend malade. Leur communication révélait non seulement une liaison passionnée, mais aussi un plan bien ficelé pour faire tomber John. Ils ont discuté de la manière de fabriquer des preuves, de faire croire à leurs amis que John était viol et de s'assurer que Ruby quitterait le divorce avec autant d'argent que possible. La détermination de John s'aiguisait à chaque nouvelle preuve.
Alors qu'il se consacrait à l'origine à la conception d'environnements susceptibles d'unir les gens et d'apporter la paix, il s'apprêtait à livrer un combat qui allait briser sa vie. L'ironie de la situation ne l'a pas échappé. John a payé un détective privé pour retrouver Ruby et James, sachant qu'il avait besoin de plus que de simples preuves numériques. Ruby et James dans des étreintes intimes, entrant ensemble dans des hôtels, ayant des rendez-vous secrets dans des cafés isolés, le détective privé est revenu avec un dossier de photos compromettantes. Bien que John se soit efforcé de regarder chaque photo sans passion, chacune d'entre elles lui a fait l'effet d'un couteau dans le cœur. Ces photos seront vraiment vitales pour la suite. Muni de cet amas de données, John a appelé son avocat, Wade Potter. Depuis des années, Wade était un ami et John lui faisait subtilement confiance. Lorsque John lui a présenté les circonstances, le comportement habituellement enjoué de Wade s'est assombri. « John, c'est sérieux », déclare Wade, la voix basse et intense, en examinant les preuves. « Nous devons agir vite et fort. Si ce que vous avez trouvé est exact, et il semble que ce soit le cas, Ruby et James pourraient ruiner votre vie s'ils agissaient en premier. » Entre eux, ils élaborent une stratégie. John viderait le compte caché de Ruby, rassemblerait toutes les preuves de sa liaison et de son complot, puis disparaîtrait avant qu'elle ne puisse mettre son plan à exécution. Si rester sur place était nettement plus dangereux, bouger ne l'était pas. « Tu es sûr de toi ?» demanda Wade, visiblement inquiet. « Une fois que tu auras mis ça en place, ta vie telle que tu la connais sera terminée. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. » John fixe son ami du regard. « Ma vie telle que je la connaissais s'est arrêtée au moment où j'ai lu cet email, Wade. Maintenant, il s'agit de survivre et de s'assurer que la justice est rendue. » Wade acquiesça en admirant la volonté de John. « Très bien, alors. Mettons-nous au travail. » Les jours suivants se déroulèrent dans un tourbillon d'activités. John déplaça de l'argent, rassembla des preuves et planifia sa disparition. Il gardait tout de même une façade de normalité autour de Ruby. Mais chaque sourire qu'elle lui offrait et chaque contact désinvolte lui donnait la chair de poule. Enfin, tout fut mis en place. John prépara un petit sac à dos avec les affaires de base, son cœur était lourd mais sa volonté était inébranlable. Le bruit de la clé de Ruby dans la serrure retentit lorsqu'il referma le sac. La panique s'empara brièvement de lui, avait-elle découvert son plan? Mais le scepticisme n'avait pas le temps d'exister. John sortit en titubant par la porte arrière tandis que son pouls palpitait dans ses oreilles. Il se détourna de la maison qu'il avait appelée son foyer pendant plus de 10 ans, sans se retourner. Bien que son ancienne vie soit terminée, il est résolu à s'imposer. John Warren disparut dans le soir, dans la pénombre grandissante, laissant derrière lui une vie basée sur le mensonge et un avenir inconnu. Mais pour la première fois depuis qu'il a appris la trahison de Ruby, il ressent de l'espoir. Bien que la tempête approche, il est prêt à la traverser. Ruby Warren entra dans la maison vide, ses talons claquant contre le parquet. L'immobilité dans laquelle elle se trouvait n'avait rien de commun, elle était même dérangeante. Elle cria « John », sa voix résonnant dans les couloirs. Il ne répondit pas. Elle erra de pièce en pièce, toutes aussi vides et silencieuses les unes que les autres, un air renfrogné entachant son visage si précisément formé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Habituellement plongé dans son travail au bureau, John était toujours à la maison à cette heure-là. Une vrille glacée d'inquiétude s'insinue dans les tripes de Ruby à mesure que l'idée que John est parti s'impose à elle. Le doigt sur le clavier, elle se précipita sur l'ordinateur qu'elle partageait avec lui. La mâchoire de Ruby s'ouvrit de stupeur lorsqu'elle entra dans leur compte commun et jeta un coup d'œil à l'écran. Les comptes avaient été vidés jusqu'au dernier centime. Elle grogna, les mains se refermant en poing, ce salaud. Il sait. Sa gorge commença à se serrer. Ruby prit son téléphone et, les doigts tremblants, appela James. Il décrocha à la deuxième sonnerie. Sans se soucier de la politesse, elle cracha dans le téléphone, il sait. Ce salaud a tout saisi et s'est volatilisé. La voix impeccable de James traversa le téléphone, légèrement confuse. Merveilleux, ralentis, bébé. De quoi parles-tu? Ruby a failli crier, John. Il a dû découvrir notre plan, James, il est parti et a emporté tout l'argent avec lui. De l'autre côté, c'est le silence. La voix de Jacques avait perdu son habituelle arrogance lorsqu'il reprit la parole. J'arrive tout de suite. 20 minutes plus tard, James Vega entra dans la maison des Warren, ses cheveux gominés et son costume bien ajusté contrastant avec l'anarchie qui régnait autour de lui. Ruby faisait les 100 pas dans le salon, sa sérénité d'antan totalement brisée. Nous devons le trouver avant qu'il n'aille à la police, déclara James, son habituelle attitude hautaine remplacée par une crainte évidente. Il se passa les doigts dans les cheveux, bouleversant leur configuration idéale. Ruby se tourna vers lui, les yeux flamboyants. Non, dit-elle.
Nous nous en tenons au plan, nous dirons qu'il a abusé de la gouvernante et qu'il s'est enfui, notre parole contre la sienne est négative. Jacques la fixa, brièvement surpris par son intensité. Mais Ruby, s'il trouve des preuves. Ruby le coupa en disant, il n'en a pas. Il ne peut pas. Nous avons été prudents, répondit-elle, mais le doute s'insinuait dans sa voix alors même qu'elle parlait. Avait-il été assez prudent? Ruby et James n'en ont aucune idée, et pourtant, chacun de leurs mots est enregistré. John, toujours très précis dans sa préparation, avait installé des caméras secrètes dans toute la maison avant de partir. Leur échange terrifié offrait encore plus de preuves contre eux, très préjudiciables. Les caméras enregistraient discrètement les voix de Ruby et de James qui montaient et descendaient en vagues d'accusations et de terreur au fur et à mesure qu'ils se disputaient. La prévoyance de John s'avérait être leur perte, chaque mot qu'il prononçait était un clou de plus dans le cercueil de leur complot. Sous une fausse identité, John Warren s'était installé dans un motel modeste et sans prétention à l'autre bout de la ville. Bien qu'elle soit utile, la chambre n'a rien à voir avec la maison opulente dans laquelle il a vécu avec Ruby. John déposa son sac à dos sur la moquette effilochée et s'installa sur le bureau bancal. Il sortit de ses bagages une pile de documents et un ordinateur portable. John était résolu à ne pas laisser la trahison de Ruby et de James ruiner sa carrière, malgré les bouleversements émotionnels. John a passé les 3 jours suivants à compiler soigneusement les preuves contre Ruby et James et à se concentrer sur son idée de centre communautaire. Le travail lui permet de canaliser ses sentiments vers quelque chose d'utile et constitue un bon moyen de se distraire de la douleur de la trahison. De temps en temps, son attention se porte sur Ruby et James, tandis qu'il étudie les plans et les critères de conception. Il s'interrogeait sur leur comportement et sur la façon dont ils avaient réagi à sa disparition. Bien que John ait repoussé ses pensées, une partie de lui souffrait toujours de leur trahison et espérait qu'il souffrait. Il ne pouvait pas se permettre de ressasser le passé. Il avait un avenir personnel et professionnel à garantir. Ruby et James mettaient en place leur stratégie à la maison des Warren. Ils avaient décidé d'aller voir la police pour raconter les mauvais traitements que John aurait subis et sa disparition brutale. Ruby avait passé des heures à peaufiner son histoire devant le miroir, ajustant l'équilibre idéal entre vulnérabilité et anxiété. S'appuyant sur ses compétences en matière de vente, James l'avait guidé dans l'élaboration d'un récit solide. Ruby s'est rapproché de James alors qu'ils étaient assis au poste de police, attendant de parler à un inspecteur. « N'oublie pas, murmura-t-elle, de t'en tenir à l'histoire, quelles que soient les questions posées. Ne dévie pas. » Jacques acquiesça, les dents serrées par la détermination. En serrant la main de Ruby, il fit un geste rassurant que les caméras de surveillance avaient capté. L'inspecteur Kane Hamilton arriva dans la pièce, son visage usé se figeant dans un regard fade. Au cours de sa carrière, il a été témoin de nombreux incidents de violence domestique, mais quelque chose dans cette affaire lui a semblé étrange dès le début. « Madame Warren, dit-il, d'une voix professionnelle mais pas dure. Pouvez-vous découvrir ce qui s'est passé ?» Ruby commença son récit, sa voix tremblant à tous les moments opportuns. Elle a dépeint John comme un monstre, un homme qui terrorisait les gens à la maison et montrait un beau visage à la société. Il se mettait tellement en colère, remarqua Ruby, ses yeux se remplissant de larmes bien formées. Les choses les plus simples le mettaient en colère, mais il faisait toujours très attention à ne pas laisser de traces là où les gens pouvaient le voir. James acquiesça sombrement, jouant le rôle de l'ami encourageant. « Je n'étais pas sûr, dit-il. » John avait toujours l'air si calme en public. L'inspecteur Hamilton écoutait, son visage ne changeant pas. Des années d'expérience lui avaient appris à ne pas se prononcer tant qu'il n'avait pas connaissance de tous les faits, quelque chose dans cette affaire le mettait en alerte. Lorsque Ruby a raconté son histoire, il a fait remarquer, « Madame Warren, ce sont des allégations sérieuses. Nous devons parler à votre gouvernante. » Ruby pâlit légèrement, son calme vacillant momentanément. « Bien sûr, répondit-elle, la voix hésitante. Elle est très traumatisée, il faudra peut-être du temps pour la persuader de se confier. » Les yeux de l'inspecteur Hamilton se fermèrent imperceptiblement. La voix de Ruby était hésitante, et le regard rapide qu'elle lança à James renforça la méfiance de ce dernier, qui se demandait si cette histoire n'était pas plus compliquée qu'il n'y paraissait au premier abord. « Je comprends, fit-il doucement remarquer. Faites-nous savoir dès qu'elle est prête à parler. Son témoignage sera crucial pour notre enquête. » Ruby et James éprouvèrent à la fois du soulagement et de la crainte en sortant du commissariat. Bien que les questions de l'inspecteur les aient déstabilisés tous les deux, ils avaient pris le chemin qu'ils souhaitaient emprunter. Alors qu'ils se dirigeaient vers la voiture, James demanda, « Tu crois qu'il nous a cru ?» Ruby lui lança un regard noir. « Bien sûr que oui, nous avons été convaincants, il ne nous reste plus qu'à décider de ce qu'il faut faire avec la gouvernante. » Ruby et Jacques ignoraient que leur stratégie commençait déjà à s'effondrer.
John avait déménagé alors même qu'il racontait leur histoire à l'inspecteur Hamilton. Avec une partie du matériel qu'il avait collecté, John avait anonymement renseigné l'inspecteur Hamilton depuis sa chambre d'hôtel. Le paquet comprenait des documents financiers prouvant le détournement de fonds de Ruby, des conversations textuelles entre Ruby et James débattant de leur liaison et de leur plan contre John, ainsi qu'un échantillon des enregistrements des caméras cachées de la maison. L'inspecteur Hamilton a découvert la boîte qui l'attendait lorsqu'il est retourné à son bureau après les entretiens avec Ruby et James. Ses yeux s'écarquillent d'incrédulité à mesure qu'il parcourt le contenu de la boîte. Les données révélaient une image quelque peu différente de celle proposée par Ruby et James. L'inspecteur Hamilton saisit immédiatement son téléphone et commence à composer le numéro. « Madame Warren, Monsieur Vega », dit-il d'une voix soudain austère et impérieuse. « J'ai besoin que vous reveniez au poste immédiatement. Nous devrions discuter de certaines divergences dans vos remarques. » Ruby et James sont de nouveau assis dans la salle d'interrogatoire, des regards inquiets se croisent. Depuis leur dernière rencontre, les manières de l'inspecteur ont radicalement changé. Il n'y avait plus d'écoute empathique, mais un homme qui avait l'air de vouloir tendre un piège. L'inspecteur Hamilton dit, « Madame Warren, Monsieur Vega », d'une voix froide et professionnelle. « J'ai quelques questions concernant vos déclarations antérieures. Il semble y avoir quelques incohérences que j'aimerais éclaircir. » Ruby esquisse un sourire perplexe. « Bien sûr, inspecteur. Nous voulons vous aider de toutes les manières possibles. Quel est le problème ?» L'inspecteur Hamilton étale une série de documents sur la table. « Pouvez-vous expliquer ces virements bancaires, Madame Warren ?» demande-t-il, d'une voix ferme et autoritaire. D'importantes sommes d'argent ont été transférées de vos comptes communs avec Monsieur Warren vers un compte à votre nom de jeune fille. Le visage de Ruby est devenu incolore. Elle commença à parler, mais aucun mot ne sortit. James s'est précipité, son instinct de vendeur se réveillant. « Inspecteur, je suis sûr qu'il y a une raison tout à fait sensée pour. » « Monsieur Vega, je n'ai pas terminé, » l'interrompit fermement Hamilton. Puis il a généré une série de messages textuels imprimés. « Peut-être voudriez-vous clarifier ces conversations entre vous deux. Elles semblent raconter une histoire bien différente de celle que vous m'avez racontée tout à l'heure. » L'inspecteur Hamilton a continué à exposer les faits tandis que Ruby et James restaient assis dans un silence choqué et que leur plan bien conçu s'effondrait autour d'eux. Leur attitude passait de la confiance à la terreur à chaque nouvelle révélation. « Je pense qu'il est temps que vous me disiez la vérité, » répondit enfin Hamilton en s'inclinant dans son fauteuil. « La vraie vérité, cette fois. » Ruby et James se regardèrent, désespérés. Ils savaient tous les deux qu'ils étaient corrompus. Leur stratégie idéale, celle dont ils étaient si sûrs qu'elle fonctionnerait, s'était effondrée en quelques heures. L'inspecteur Hamilton se laissa aller à une petite grimace tandis qu'il commençait à bredouiller des excuses et des explications. La justice semblait se manifester quelle que soit l'astuce du mensonge. John Warren sortit de la voiture qu'il avait louée, ses yeux parcourant les rues familières de l'endroit qu'il appelait depuis longtemps sa maison. Bien que les semaines précédentes aient été un tourbillon d'émotions et d'actions préméditées, il était temps de faire face à la tempête qu'il avait déclenchée. Il redressa sa cravate et se dirigea délibérément vers le poste de police. La preuve qu'il portait était à la fois un bouclier et un fardeau. John se prépara à ce qu'il attendait en poussant l'imposante porte vitrée. Se levant de son bureau, l'inspecteur Kane Hamilton regarda John s'approcher. Il le reconnut dans ses yeux, puis mêla le soulagement à l'interrogation. Se levant pour aller à sa rencontre, l'inspecteur répondit, « Monsieur Warren. Je suis heureux que vous soyez venu. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » John acquiesça, le visage empreint de volonté. « En effet, inspecteur. Je pense que j'ai des éléments qui permettront de clarifier les derniers développements. » L'inspecteur Hamilton a guidé John vers un espace d'entretien calme. Alors qu'il s'asseyait, John a commencé à exposer l'ensemble de l'histoire. Il a expliqué l'ampleur de la trahison de Ruby et de James, de manière précise et succincte, en maîtrisant parfaitement ses émotions. Document après document, chaque preuve est plus incriminante que la suivante, les relevés bancaires confirmant le vol de Ruby, les SMS détaillant la liaison et leur conspiration, les photos du détective privé et, enfin, les séquences vidéo des caméras secrètes. L'inspecteur Hamilton écoute attentivement John plaider sa cause. Il passe du doute à la stupéfaction, puis à une admiration réticente pour l'homme assis devant lui, et change d'attitude. « Monsieur Warren, » dit Hamilton lorsque John a terminé, « je suis inspecteur depuis plus de 20 ans et je n'ai jamais vu une affaire comme celle-ci. Le degré de malhonnêteté que vous avez découvert est stupéfiant. » John serre la mâchoire. « Ils ont sous-estimé jusqu'où j'irais pour me protéger, inspecteur. Ils pensaient pouvoir me détruire. » Réalisant l'acier sous les mots de John, Hamilton acquiesça. « Je suis désolé que vous ayez eu à subir cela,
remarqua-t-il, une sympathie sincère dans la voix. Rassurez-vous, Monsieur Vega et votre femme seront accusés de conspiration, de fraude, ils risquent une lourde peine de prison. John sentit ses épaules se relâcher. La justice suivait son cours. Les semaines de terreur et de colère qu'il avait vécues ont commencé à s'estomper, puis un sentiment de justification a pris le devant de la scène. John a respiré profondément l'air pur de l'automne en quittant le commissariat. Il sentait qu'il pouvait respirer naturellement pour la première fois depuis qu'il avait appris la trahison de Ruby. Même si le chemin à parcourir serait difficile, il était prêt à l'affronter sans détour. John se retrouva à nouveau devant le conseil municipal tôt le lendemain matin. Cette fois-ci, les enjeux sont différents. Son projet de centre communautaire, qui n'était à l'origine qu'un objectif professionnel, s'était transformé en une véritable bouée de sauvetage, un phare d'espoir dans le tumulte de sa vie personnelle. Au début de sa présentation, John a repoussé les idées de Ruby, de James et de l'enquête permanente. Il a déversé tout son enthousiasme et ses connaissances dans chaque phrase, totalement concentré sur sa vision du centre communautaire. Les membres du conseil écoutent attentivement, leur visage exprimant à la fois la curiosité et le respect. John comprend que la nouvelle de son combat personnel a dû les atteindre, ce qui donne encore plus d'importance à sa présentation. Un silence s'installe dans la salle lorsqu'il termine. John inspira et attendit la réponse du conseil. Il fut surpris lorsque la mère se leva et se mit à sourire largement. Sa voix était pleine d'une réelle admiration. « Monsieur Warren, commença-t-elle, à la lumière des événements récents qui ont été portés à notre attention, nous tenons à saluer votre force et votre intégrité. Votre dévouement à ce projet, malgré les difficultés personnelles que vous avez rencontrées, est vraiment admirable. » John sent une boule dans sa gorge, mais il reste calme et fixe le regard du maire. « Votre vision de ce centre communautaire, dit-elle, est exactement ce dont notre ville a besoin. Il ne s'agit pas seulement du bâtiment lui-même, mais aussi de l'esprit qui l'anime, le désir de rassembler les gens, de créer quelque chose de positif face à l'adversité. Monsieur Warren, j'ai le plaisir de vous informer que votre projet est approuvé. » Les applaudissements fusent dans la salle. John reste debout, momentanément choqué par le changement de circonstances. Un sentiment de triomphe l'envahit alors que la réalité de l'événement s'impose à lui. Alors que sa vie personnelle s'était effondrée, son idéal professionnel commençait à se concrétiser. John comprit alors que son engagement et sa force d'âme lui avaient permis de surmonter ces deux difficultés. John s'est laissé aller à un petit sourire lorsque les membres du conseil se sont approchés pour le féliciter. Il avait traversé la tempête et en était ressorti plus fort. Les semaines passent et John se consacre aux premières phases du projet de centre communautaire. Le travail était une distraction agréable par rapport aux audiences judiciaires incessantes de Ruby et James. L'immersion dans les plans et les réunions d'entrepreneurs l'a aidé à trouver du réconfort dans l'avancement physique de son objectif. Mais le jour du bilan ne peut être reporté indéfiniment. John se tenait dans une salle d'audience bondée et observait Ruby et James, les poignets attachés dans le dos, par une belle matinée de la fin de l'automne. Le procès a été rapide et clair, l'amoncellement de données que John avait compilées ne laissait guère de place à l'incertitude. John examina les traits des deux personnes qui avaient été tout pour lui alors que la juge s'apprêtait à rendre sa décision. Ruby était pâle et maigre, son visage d'habitude parfait était devenu hagard. James paraissait minuscule et démoralisé sans son orgueil. John ne ressentit qu'un grand sentiment de finalité lorsque la juge les déclara coupables de conspiration, de fraude et d'avoir tenté de fausser le cours de la justice. Ruby attira l'attention de John alors que Ruby et James étaient emmenés. Elle marmonna, « Je suis désolé », son visage était un masque de culpabilité et d'anxiété. John s'est détourné de la scène, tout aussi calme. Il n'avait pas de pardon à donner ni de mots à lui adresser. Leur chapitre était terminé, et il était prêt à en commencer un autre. À la sortie du tribunal, l'attention de John est attirée par un chantier de l'autre côté de la rue. Les fondations de son centre communautaire étaient en cours d'élaboration, le squelette du bâtiment commençait à prendre forme. C'est devenu pour lui un emblème puissant, de nouveaux départs émergeant des décombres de la trahison et de la malhonnêteté. Ce soir-là, John se trouve dans son nouvel appartement, un whisky à la main. Bien qu'il soit plus petit que la résidence qu'il partageait avec Ruby, il s'y sentait plus chez lui. En regardant la ligne d'horizon de la métropole, il réfléchit au terrible chemin qu'il a parcouru. Bien qu'il ait perdu sa femme et la vie qu'il connaissait, il était resté honnête. Il avait connu la trahison et en était ressorti plus fort, plus tenace. Ce n'était pas le même homme qui s'était présenté devant le conseil municipal toutes ces semaines auparavant, ignorant allègrement la tempête sur le point d'éclater, qui siégeait ici maintenant. John sentit le calme l'envahir tandis qu'il buvait son whisky. Il se rendit compte que l'avenir lui offrait de nombreuses opportunités. Il avait la santé, son travail et un nouveau sentiment d'orientation.
Quels que soient les obstacles à venir, il était prêt à les affronter. John pose son verre et regarde sa table à dessin, où se trouvent les plans les plus récents du centre communautaire. John Warren est prêt à affronter toutes les nouvelles difficultés et à saisir toutes les occasions de changer les choses qui se présenteront demain.